non? J'ai raison? Oui. Ah! Non, parce que moi, je vois quand je vais au cinéma avec ma femme, bon, eh ben déjà, on est mal assis, hein? D'après Galilée, le crâne de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré au nucléaire. Pour introduire cette vidéo, observons la photo suivante. Il s'agit d'un morceau de radium qui produit de l'énergie en émettant de la lumière visible. La question que nous allons nous poser est la suivante: d'où provient cette énergie? En effet, au début du XXe siècle, les scientifiques ne comprenaient pas pourquoi de la matière pouvait produire spontanément de l'énergie. Le radium est apparu alors comme une source magique d'énergie. Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir ce qu'est le noyau et comment est-ce qu'on le décrit, le noyau étant au cœur de la matière nucléaire. Ensuite, nous verrons le principe d'une désintégration de noyaux radioactifs. Et enfin, nous verrons comment calculer la puissance émise par de la matière radioactive. Tout d'abord, précisons que le nucléaire étudie les noyaux. Donc la première question que nous allons nous poser, c'est comment symbolise-t-on un noyau? Je vous fais apparaître ici la représentation d'un atome. Ce que vous voyez ici en bleu, on appelle ça le nuage électronique, qui va être constitué d'électrons, c'est les petites sphères que vous voyez rouges là, et je vais considérer que j'ai un nombre que je vais appeler Z électrons. Au centre se trouve le noyau. Lui va être constitué de nucléons, et on va appeler A le nombre de nucléons. Donc vous voyez qu'il y a deux couleurs pour les sphères qui constituent le noyau. Donc on va considérer qu'il y a deux composants parmi les nucléons. On va distinguer les nucléons en deux composants, les protons et les neutrons. Alors pourquoi on a appelé eux les neutrons? Parce qu'en fait ils n'ont pas de charge électrique. Ce qui n'est pas le cas du proton, qui aura une charge électrique plus E, E étant la charge élémentaire, et les électrons ont une charge électrique moins E. Donc pour que l'atome soit neutre, il faudra toujours qu'il y ait autant d'électrons que de protons, d'où ce nombre ZZ identique là. Et deuxième chose à préciser là, puisque j'ai dit que j'avais A nucléons, c'est que la somme Z plus N sera égale à A. Comment symbolise-t-on un noyau? Donc voici la symbolisation d'un noyau. X, c'est le symbole de l'élément auquel appartient le noyau. A, c'est ce qu'on appelle, on vient de le voir, le nombre de nucléons. On va l'appeler aussi le nombre de masses, vous verrez pourquoi juste après. Et en indice, là, vous mettez Z. Alors, nous, on s'intéresse qu'au noyau, là. Donc, les électrons, on ne va plus prendre en compte leur présence. Donc, ce sera le nombre de protons, qui sera aussi appelé le nombre de charges. Pourquoi? Parce que dans le noyau, la seule particule qui est chargée, c'est les protons. Donc, la charge du noyau, c'est Z fois petit e, la charge élémentaire. Alors, pour que ce soit plus concret, je vais prendre un exemple. On va prendre l'exemple du noyau de carbone 14. Alors, voici sa symbolisation. Donc, le symbole du carbone, c'est C. Donc c'est logique. Et lorsqu'on dit ça, on sait que l'élément carbone, son numéro atomique, qui est aussi le nombre de protons, est égal à 6. Donc dès qu'on dit carbone, on sait que Z égale 6. C'est pour ça qu'ici, oui, le 6 n'apparaît pas, il est sous-entendu dans le mot carbone. Ensuite, le 14, en fait, c'est le nombre de masses. Donc c'est le nombre de nucléons qui est contenu dans le noyau de carbone. Donc maintenant, si on vous demande quelle est la composition du carbone 14, vous devez répondre 6 protons. Et combien de neutrons? En fait, il suffit de faire la différence entre A et Z, et donc on obtient N, et ça nous fait ici 14 moins 6, 8 neutrons. Quelles sont les masses des constituantes de l'atome? Alors d'abord, nous allons comparer le proton et le neutron, donc les deux nucléons. Là, je vous ai fait apparaître leurs masses respectives avec 5 chiffres significatifs. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que ces deux masses sont relativement proches. Donc si je calcule l'écart relatif entre les deux, je trouve 0,14%. Donc dit autrement, cet écart est négligeable. Et ce que l'on va dire, c'est que la masse d'un neutron est quasiment égale à celle d'un proton, et on va appeler ça la masse d'un nucléon. Et si je prends arrondi avec 3 chiffres significatifs, c'est environ 1,67 10 puissance 67 kg. Et cette masse-là, c'est très proche de ce qu'on appelle l'unité de masse atomique. Alors là, je vous définis rigoureusement sa valeur. L'unité de masse atomique, c'est 1,6605 10 puissance 27 kg. Maintenant, on va comparer la masse d'un nucléon à la masse d'un électron. Alors vous voyez que la masse de l'électron va être beaucoup plus petite que celle d'un neutron ou d'un proton. Si je fais le rapport masse nucléon sur masse d'électron, je trouve 1840. Donc dit autrement, un électron est 1840 fois plus léger qu'un proton ou un neutron. Donc dit autrement, la masse des électrons est négligeable. Maintenant, nous allons nous intéresser à la dimension de l'atome. Alors, je vous fais apparaître ici un schéma qui représente justement ces deux dimensions. Alors, il faut savoir qu'il y a des atomes qui sont petits, par exemple c'est l'atome d'hydrogène, et des atomes qui vont être beaucoup plus grands, l'atome d'uranium.
Donc là, on va dire que c'est un atome moyen, et c'est pour ça que les dimensions là ne sont pas très précises. Donc la taille moyenne de noyau, on va dire c'est 10 puissance moins 14 mètres. Et la taille moyenne d'un atome, c'est 10 moins 10 mètres. Donc vous voyez, entre les deux, si je fais le rapport 10 moins 10 sur 10 moins 14, il y a un rapport de 10 000. Et il faut savoir que, comme on vient de le voir ici, comme la masse des électrons est négligeable, quasiment 100% de la masse de l'atome est construite en noyau. Donc ce que l'on peut conclure de ça, c'est qu'en fait, que les briques élémentaires de la matière sont constituées de vide. Alors après, dire le mot vide par rapport à matière, c'est un peu spécial. Donc on utilise plutôt ce terme-là. On dit que la matière a une structure lacunaire. Qu'est-ce qu'un noyau stable? Alors la réponse semble évidente, c'est un noyau qui va conserver éternellement sa composition. Donc les noyaux qui nous constituent ont été créés au moment de la création du système solaire, donc de la Terre, il y a environ 4,5 milliards d'années. Alors une fois qu'on a dit ça, on va essayer de comprendre le sens de cette phrase-là. C'est-à-dire, si je me mets il y a 200 millions d'années en arrière, sur la Terre vivaient des dinosaures, dont les T-Rex, et les noyaux qui le constituaient, les noyaux stables, n'ont pas disparu, n'ont pas été modifiés, et on peut très bien les retrouver dans notre corps aujourd'hui. Ensuite, maintenant, on va parler des noyaux qui ne sont pas stables, donc instables. Donc par définition, ça va être des noyaux qui ne vont pas conserver leur composition éternellement. Donc tôt ou tard, ils vont se transformer. On dit qu'ils se désintègrent. Alors, pour illustrer ce phénomène, je vais apparaître ici un dessin où vous avez à gauche un noyau de radium-226, ça c'est un noyau instable, et il va donner naissance à un noyau plus stable, le noyau de radium-222. Alors comment se passe la transition entre ce noyau-là et ce noyau-là? C'est-à-dire tout d'un coup, sans qu'il y ait une raison, de manière aléatoire et spontanée, le noyau, ici, va s'agiter et va émettre un petit morceau. Ici, ça s'appelle une particule alpha. Et ça, c'est ce qui reste, une fois qu'on a enlevé au radium-226 la particule alpha ici, il reste un noyau de radium-222. Vous voyez, on a changé la nature du noyau, parce qu'il y a eu une émission de cette particule-là, qui est constituée, vous voyez, de 2 protons et de neutrons. Ici, vous avez un rayonnement gamma, c'est une onde électromagnétique. Donc, cette particule alpha et ce rayonnement gamma, on appelle ça des rayonnements de manière générale, même si ça c'est de la matière, mais on dit rayonnement pour les deux. Et en fait, c'est ces rayonnements-là qui vont être dangereux pour l'homme. Pour résumer, un noyau instable va être qualifié de radioactif. Donc, quand on vous parle de matière radioactive, c'est la matière qui est constituée de noyaux instables. Et la désintégration de noyaux radioactifs est un phénomène spontané et aléatoire. Spontané, il n'y a rien qui la déclenche, elle se déclenche elle-même. Et aléatoire, on ne sait pas à quel moment cette désintégration, cette transformation va avoir lieu. Comment se désintègrent les noyaux radioactifs? Pour répondre à cette question, je vous fais apparaître ici un diagramme qui va représenter tous les noyaux qui existent dans l'univers. Chaque noyau est représenté par un petit carré que vous voyez ici, avec différentes couleurs qu'on va interpréter. Alors ce graphique représente le nombre de neutrons, n, en fonction du nombre de protons. Alors vous avez vu en chimie, avec la classification périodique, qu'on avait classé tous les éléments qui existaient dans l'univers, et il y en avait à peu près une centaine. Donc ces éléments présents dans l'univers, on les retrouve au niveau de l'abscisse là, puisque chaque carré va correspondre à un Z, donc sur une même ligne verticale comme ça, on aura ce qu'on appelle des isotopes, c'est-à-dire des noyaux qui ont le même Z mais un N différent. Dans la nature, il va exister, c'est le nombre de carrés que vous voyez ici, 2900 noyaux différents. Et parmi tous ces noyaux, ceux qui sont en rouge, vous voyez ici là, sont stables. Tout le reste vont être instables. Et leur but, comme on l'a vu juste avant, c'est de converger vers ce domaine de stabilité. Donc ceux qui sont ici vont pouvoir descendre comme ça, ceux qui sont là vont pouvoir monter comme ça, et ceux qui sont ici vont pouvoir converger comme ça. Il y a à peu près 264 noyaux stables. Alors il y en a plus que vous voyez que le nombre d'éléments. C'est normal pour un élément, parfois vous voyez il y a plusieurs carrés rouges sur une même ligne verticale, plusieurs carrés rouges. C'est pour ça qu'il y a plus de noyaux stables différents que d'éléments. On va distinguer différents domaines de tous ces noyaux différents. Alors, le premier domaine sera le domaine 1 ici, après on va parler du domaine 2 là, et après le domaine 3 là. Alors, je vais commencer par le domaine 1. Dans cette zone-là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les noyaux, vous voyez, ils vont être trop riches en neutrons. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir converger vers la vallée de la stabilité là, en perdant un neutron. Alors comment est-ce qu'ils réalisent ça? Ils vont réaliser ce qu'on appelle une désintégration bêta-. Donc je vous explique le principe. Donc ils vont vouloir perdre des neutrons. Et pour ça, c'est dans le noyau, un neutron va se transformer en proton.
voici l'écriture de cette transformation nucléaire. Ça, c'est le symbole du neutron. Alors, le neutron, il a une masse de 1, puisqu'il est constitué d'un neutron, et il n'a pas de charge, puisqu'il est neutre. Il va donner naissance à un proton, qui aura lui donc une masse de 1 et une charge de plus 1. Et pour que l'écriture soit correcte, en fait, il faut que cette ligne-là soit respectée, c'est-à-dire que 1 égale 1 plus 0. Et la ligne dessus aussi doit être respectée, donc 0 égale 1 plus moins 1. Donc il y a forcément émission ou création d'un électron. Donc voilà ce qui se passe donc lorsqu'on a une radioactivité β-, c'est que dans le noyau, un neutron devient un proton avec une émission d'un électron. Donc là je fais apparaître cette flèche rouge qui montre voilà ce qui va se passer, c'est-à-dire que lorsqu'un neutron devient un proton, en fait on va descendre de 1 vers le bas, puisqu'on va perdre un neutron, et on va se déplacer de 1 vers la droite, puisqu'on va gagner un proton. Dans la zone 2, ici, c'est l'inverse. Les noyaux vont vouloir converger comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir perdre un proton. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Donc, on va avoir une désintégration β+, le noyau est excédentaire en proton. Donc, dans le noyau, un proton va se transformer en neutron. Donc, vous voyez, je vous écris la même réaction qu'on avait écrite là, sauf que là, c'est le proton qui donne naissance au neutron. Et pour que les lois qu'on a exprimées ici soient conservées, la particule qui va être émise là, on note E+, et c'est l'antiparticule de l'électron. On appelle ça un positon ou un positron. Là, on a affaire à une désintégration appelée β+. Alors, dernière zone, c'est la zone 3 ici. Là, les noyaux vont être trop lourds. Donc, une des possibilités, en fait, il y en a plusieurs. Vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs. Là, vous voyez les β-, donc c'est tout ce qui était bleu, la jaune, et des fois, il y avait du vert ici. En fait, là, nous, on va parler que du vert. Les noyaux verts, en fait, eux, vont subir une désintégration alpha qui consiste à enlever un morceau du noyau. Alors, ce morceau, en fait, il est constitué de 2 protons et 2 neutrons. C'est ce qu'on appelle le noyau d'hélium, qui est un noyau très stable. Et on va parler ici de radioactivité alpha. Comment écrire l'équation modélisant une désintégration? Alors, on va passer en revue les 3 types de désintégration qu'on a vu juste avant. Commençons par la désintégration alpha. Alors, on va prendre l'exemple du polonium 211. On dit qu'il est émetteur alpha, c'est-à-dire quand il va se désintégrer, il va émettre un rayonnement alpha. Donc, dégoyer alpha, pensez, c'est un noyau d'hélium 4, donc 4,2. Et donc, vous voyez, on va pouvoir deviner la nature de ce qu'on appelle le noyau fils, le noyau issu de l'intégration du polonium, en disant que, pour que l'équation soit correctement écrite, là, il faut que le nombre qui est ici en exposant du noyau radioactif doit être égal à la somme 207 plus 4 ici. Et pareil, au niveau de l'indice, 84, là, vous devez le retrouver en faisant 82 plus 2. Donc là, ça marche bien. Donc l'écriture et l'équation est bien écrite. Maintenant, passons aux intégrations β-. Alors β-, j'ai pris l'exemple du noyau d'hydrogène 3, qui est émetteur β-. Donc β-, vous devez avoir le réflexe de dire que c'est un électron. Voici sa représentation symbolique. Son nombre de masse, c'est 0. Son nombre de charge, c'est -1. Il est chargé négativement. Donc pareil, là, vous voyez que 3 doit être égal à 3 plus 0. Et 1 égale 2 moins 1, donc ça fait bien 1. Ensuite, passons à des intégrations β+. Là, j'ai pris l'exemple du sodium 22. Alors, β+, c'est l'antiparticule de l'électron. C'est ce qu'on appelle le positon. Sa charge, elle est de plus 1, et sa masse est négligeable. D'où le 0 qui est ici. Et donc là, pareil, vous voyez, c'est que 22 est bien égal à 22 plus 0, et 11, ça fait bien 10 plus 1. Alors, ce que l'on a fait là, à 3 reprises, on appelle ça les lois de Soddy. Les lois de Soddy disent que lorsqu'on écrit l'équation modélisant une désintégration, en fait, on aura la conservation du nombre de masse entre ce qui est avant et après. Et de la même façon, on aura la conservation du nombre de charges entre ce qui est avant et ce qui est après. Peut-on prédire la désintégration d'un noyau radioactif? Comme on l'avait vu au préalable, la désintégration d'un noyau radioactif est un phénomène spontané et aléatoire. Donc si je prends par exemple un seul noyau de carbone 14 qui est radioactif, il est impossible de prédire quand est-ce qu'il va se désintégrer. Par contre, les scientifiques se sont rendus compte que s'ils prenaient un grand nombre de noyaux, alors ce grand nombre c'est de l'ordre de grandeur du nombre d'Avogadro, donc vraiment un très grand nombre de noyaux, en fait on pouvait prédire l'évolution du nombre de noyaux au cours du temps. Alors, d'après vous, est-ce que ce nombre de noyaux va décroître de manière linéaire? Alors quand on parle de décroissance linéaire, ça veut dire que le coefficient directeur de fonction là, est constante. Donc dit autrement, sa dérivée est une constante. Alors j'appelle lambda, ce qu'on appelle la constante radioactive, qui va être propre à chaque noyau. Par exemple, le carbone 14 sera une valeur précise.
et cette constante est positive. C'est pour ça que vous avez un moins ici. Comme ma fonction décroît, sa dérivée est négative, le coefficient directeur est négatif. Donc, est-ce qu'on a ce type d'évolution? En fait, non. Les scientifiques ont constaté qu'il y avait une décroissance non pas linéaire, mais exponentielle, comme vous voyez ici. C'est-à-dire que le coefficient directeur, ou la dérivée, est proportionnel au nombre de noyaux. Et vous allez voir que ceci est logique. En fait, au début, j'ai un grand nombre de noyaux. Donc, la possibilité que parmi ce grand nombre de noyaux, il y en ait certains qui se désintègrent, elle est grande. Donc, la décroissance au début sera grande. Et plus mon nombre de noyaux va diminuer, plus cette probabilité, cette possibilité qu'ils s'intègrent, va diminuer. Donc, on n'a pas une décroissance linéaire constante, mais une décroissance qui est liée au nombre de noyaux présents. Là, je vous donne l'expression de cette courbe-là, mathématique, c'est n égale n0 exponentielle moins lambda fois t, n0 étant le nombre de noyaux initial, et lambda, vous vous rappelez, c'est la constante radioactive propre au noyau, et t, mon abscisse. Quelles sont les propriétés de la fonction exponentielle? Donc là, je vais vous donner quelques informations mathématiques pour pouvoir faire des calculs avec cette fonction exponentielle. Tout d'abord, je vais vous montrer sa représentation graphique de la fonction exponentielle x. Là, je vous fais apparaître quelques valeurs remarquables. Tout d'abord, une limite, lorsque x tend vers moins l'infini, exponentielle x tend vers 0. Vous voyez ici. Ensuite, lorsque x est égal à 0, exponentielle de 0 vaut 1. Et l'autre limite, lorsque x tend vers l'infini, exponentielle de x tend vers plus l'infini. Ensuite, les propriétés de la dérivée. Alors, cette fonction exponentielle x, sa principale propriété, c'est lorsqu'on la dérive, ça donne la même fonction. Donc, la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Là où je vais apparaître les deux notations de la dérivée, là c'est la notation en mathématiques, ça c'est la notation en physique. Alors s'il y a un coefficient constant devant la variable x, là, en fait sa dérivée c'est a exponentielle à x. Ensuite, là je vais vous parler de la fonction réciproque, parce qu'on va être amené à résoudre des équations où on veut sortir le temps, donc il va falloir utiliser ce qu'on appelle la fonction réciproque de la fonction exponentielle x, c'est log népérien de x. Donc si vous faites log népérien de exponentielle x, on trouve x. Ou inversement, si vous faites exponentielle de n de x, c'est x. Qu'est-ce que la période radioactive? Donc pour définir cette grandeur, je vais m'appuyer sur la représentation et l'expression du nombre de noyaux radioactifs en fonction du temps. L'abscisse dans le temps, n, le nombre de noyaux radioactifs. À t égale à 0, mon nombre de noyaux radioactifs est égal à n0, et lorsque t tend vers l'infini, ce nombre de noyaux radioactifs tend vers l'origine, donc 0. Alors voici la définition de la période radioactive. C'est une durée qui correspond pour que le nombre de noyaux radioactifs soit divisé par 2. Un exemple, si je pars de n0 et que je vais jusqu'à n0 sur 2, en fait, il va s'écouler une durée correspondant à t. De la même façon, après, vous voyez, si je passe de n0 sur 2 à n0 sur 4, il va s'écouler encore une période radioactive, donc là j'aurai 2t. Maintenant, je vais relier cette période radioactive, notée T majuscule, à ma constante radioactive qu'on avait définie avant, le lambda ici. Alors pour cela, je vais prendre le point qui est ici. Je sais qu'il appartient à ma fonction, donc je vais remplacer n par n0 sur 2 et t par grand T. Donc ça me fait ceci, n0 sur 2 égale n0 exponentielle moins lambda fois t. Donc là oui, je peux diviser les deux membres de l'égalité par n0, donc j'ai 1/2 égale exponentielle moins lambda fois t. Alors là, vous voyez, je suis gêné par l'exponentielle. En fait, je vais faire disparaître la fonction exponentielle pour avoir directement le produit lambda fois t. Donc, je vais utiliser la fonction réciproque, comme on l'avait vu juste avant. Et cette fonction réciproque de l'exponentielle, c'est le log népérien. Donc, je vais passer cette égalité sous le log népérien. Donc, le membre de gauche va me donner log népérien de 1/2. Et justement, si je fais log népérien d'exponentielle moins lambda fois t, j'obtiens juste moins lambda fois t. Une fois que je suis là, ça c'est une propriété du log népérien. En fait, quand on a log népérien de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc en fait, et sachant que le ln de 1 c'est 0, ce ln de 1/2, je vais pouvoir le remplacer par moins ln de 2. Donc j'ai cette égalité là maintenant, moins ln de 2 égale moins lambda fois t, les deux moins s'éliminent, et donc j'ai tout simplement log népérien de 2 égale lambda fois t. Donc si j'isole mon t, je peux dire que t égale log népérien de 2 divisé par lambda. La période radioactive est-elle la même quel que soit le noyau? Alors la réponse bien sûr est non. Chaque noyau va être caractérisé par une période radioactive. Donc là vous voyez, on va analyser ces quelques noyaux là,
vous voyez qu'ils sont classés par ordre croissant de leur période radioactive. Donc ça va de 8 jours, qui est très très court, à 14 milliards d'années. 14 milliards d'années, je ne sais pas si vous l'avez en tête, c'est l'âge du Big Bang. Et 4,5 milliards d'années, en fait, c'est l'âge de la création du système solaire. Alors, on va en étudier quelques-uns. L'UO-131 est utilisé en médecine, notamment en tant que traceur, c'est-à-dire qu'on injecte ça dans le corps humain pour voir justement le trajet dans notre corps, parce qu'on peut détecter donc les désintégrations qui ont lieu en mesurant le rayonnement émis. Et donc le but c'est d'avoir une période relativement courte pour pas que ces noyaux radioactifs restent longtemps dans le corps humain. Ensuite, le carbone 14. Le carbone 14, lui, il a une période radioactive de 5700 ans et est utilisé pour faire la datation carbone 14, justement. Ensuite, le plutonium-239, vous voyez, il a une période radioactive encore plus grande, 24 300 années, utilisé dans le domaine militaire. En fait, on se sert du plutonium-239 pour faire des bombes à fission. Et ensuite, l'uranium-235, en fait, lui, il est utilisé comme combustible dans les centrales nucléaires à fission. Alors, juste une petite remarque. Vous voyez, ça sont deux isotopes du plutonium, 244-239, et ça sont deux isotopes de l'uranium. Je vous rappelle que les isotopes sont des noyaux qui ont le même élément, mais donc le même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons. Qu'est-ce que l'activité? Alors l'activité radioactive, qu'on notera A majuscule, ça correspond au nombre de désintégrations par seconde. Alors cette grandeur va pouvoir être mesurée. On va utiliser pour ça ce qu'on appelle un compteur Geiger, qui va exprimer donc l'activité en becquerel. Un becquerel, c'est une désintegration par seconde. Donc là, avec l'affichage que vous voyez ici, ça veut dire que chaque seconde, il y a 4921 désintégrations. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il mesure lui? En fait, il mesure le rayonnement émis au cours de l'intégration. Donc en captant ce rayonnement-là, il en déduit qu'il y a eu une désintégration. Donc un becquerel, c'est, dit autrement, une seconde moins. Alors pourquoi on vous parle de l'activité? Parce qu'en fait, les gens qui vont travailler dans le domaine nucléaire ne vont pas pouvoir mesurer le nombre de noyaux radioactifs. Ils vont passer par la mesure de l'activité et ensuite calculer le nombre de noyaux radioactifs. Donc justement, on va se demander comment on relie l'activité au nombre de noyaux radioactifs. Donc nous, on va faire l'inverse. On va partir du nombre de noyaux radioactifs et on va exprimer l'activité. Donc on l'a vu avant, le nombre de noyaux radioactifs suit une loi exponentielle, c'est n0 exponentielle moins lambda fois t. Et d'après la définition qu'on a donnée ici de l'activité, on peut dire que l'activité, comme c'est le nombre de désintégrations par seconde, c'est aussi la dérivée de n par rapport au temps. Sauf que si je faisais directement ce calcul-là, mon résultat serait négatif, puisque n décroît au cours du temps. Bon, donc pour que a soit positif, je mets un moins de 1, j'effectue ma dérivée. Alors la dérivée de n0 exponentielle lambda fois t, c'est moins lambda n0 exponentielle lambda fois t. Et donc, le moins de la dérivée là va s'annuler avec le moins qui est là. Donc, j'ai bien lambda n0 exponentielle moins lambda fois t. Là, je vois apparaître, en fait, c'est mon n ça. Donc, je peux dire que l'activité, c'est lambda fois n. Dit autrement aussi, je peux poser que lambda n0, là, je vais l'appeler ça l'activité initiale. Et donc, mon activité, je peux dire que c'est l'activité initiale exponentielle moins lambda fois t. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? C'est que le nombre de noyaux radioactifs et l'activité varient de la même façon. Donc, si je reprends graphiquement, en fait, j'ai le même graphique. Sauf que pour passer de l'un à l'autre, je fais fois lambda, une constante positive. Et donc, notamment, vous voyez, quand j'ai défini la période radioactive par rapport au nombre de noyaux radioactifs, en disant qu'il s'écoule un grand T lorsque je passe de N0 à N0 sur 2, je peux faire la même chose pour l'activité. Lorsque je passerai de A0 à A0 sur 2, il sera écoulé un grand T. On va se mettre dans la situation où vous êtes un travailleur dans le domaine du nucléaire et vous voulez vous protéger de la matière radioactive. Sachant que ce qui est dangereux dans la matière radioactive, ce sont les rayonnements émis lors des désintégrations. Donc en fait, les gens qui travaillent dans le nucléaire vont toujours être munis de ces compteurs Geiger pour s'assurer qu'ils ne sont pas exposés à un grand nombre de rayonnements issus de désintégration. Donc il faut toujours s'assurer que l'activité mesurée soit petite. Pour que A soit petite, il faut donc deux conditions. Il faut que N soit petit et lambda petit. N petit, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de matière radioactive. Et lambda petit, ça veut dire que la période radioactive sera grande. Il est préférable d'avoir de la matière radioactive qui a une très grande période radioactive. Ainsi, la désintégration va se faire lentement. Tandis que si vous avez la même quantité de matière, mais avec un lambda gras, donc un T petit, là ça va aller très très vite. Et donc vous serez exposé à un plus grand nombre de rayonnements. D'où provient l'énergie produite par le radium? Alors c'était un grand mystère au début du XXe siècle. Maintenant on a la réponse. Donc, ce que l'on sait, c'est que le radium va se transformer. Il va subir des intégrations. Donc, la première étape de cette intégration, c'est le passage du radium-226
au radon 222 qui s'accompagne d'un rayonnement alpha avec ce noyau d'hélium produit. Et les scientifiques aussi se sont rendus compte qu'au cours de cette désintégration-là, la masse n'était pas conservée. C'est-à-dire que s'ils comparaient la masse du noyau de radium 226 à la masse correspondant à la somme de la masse du noyau de radon 222, c'est le noyau fils, et la particule alpha, donc le noyau d'hélium 4, mais le radium était légèrement plus lourd que les produits de la désintégration. Donc on appelle ça la perte de masse. Donc c'est cette masse-là moins celle-là. Si je fais le calcul pour notre réaction ici, je trouve 8,46 10 puissance 26 kg. Et donc ensuite, c'est là qu'intervient Einstein avec sa célèbre relation E égale mc carré. Alors moi volontairement, je l'ai écrit ici, delta E égale delta m fois c carré. C'est-à-dire que les scientifiques se sont rendus compte que cette perte de masse est convertie en énergie. Donc la perte de masse que vous voyez là, si vous la multipliez par la vitesse de la lumière au carré, vous avez l'énergie produite par cette intégration parce que la matière a perdu de la masse. Donc si on l'applique ici, alors la perte de masse va être toujours exprimée en kg, la vitesse de la lumière c'est environ 3,0010 puissance 8 mètres par seconde, et on obtiendra de l'énergie en joules. Donc si je l'applique ici, donc 8,46 10 puissance 26 fois 3 10 puissance 8 au carré, on obtient 7,61 10-9 joules. C'est l'énergie qui est libérée par une désintegration du noyau de radium 226. Quelle est la puissance produite par 1 gramme de radium? On vient de voir juste avant que au cours d'une désintégration, l'énergie qui va être libérée est de 7,61 10-9 joules. On sait aussi que la puissance, ça correspond à l'énergie produite pendant une seconde. Donc là, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est justement calculer le nombre d'intégrations qui a lieu pendant une seconde. Et bien, ce nombre correspond à l'activité. Donc je vais calculer l'activité de 1 g de radium. Pour ça, j'ai besoin de deux choses. Tout d'abord, je dois connaître la période radioactive du radium, qui est de 1600 ans. Alors, comme je vais raisonner sur une seconde, je suis obligé de l'exprimer en secondes. Donc je vais convertir ces 1600 ans en secondes. Donc je fais x 365, parce qu'en fait, dans une année, il y a 365 jours. Je fais x 24, dans un jour, il y a 24 heures. Et x 3600, parce qu'il y a 3600 secondes dans une heure. Et donc si on fait ce calcul, on obtient 50,5 10 puissance 9 secondes. Après, j'ai besoin de connaître aussi la masse d'un noyau. Donc, un noyau de radium 226 pèse 3,75 10 puissance 125 kg. Maintenant, je vais appliquer la relation qu'on a vue juste avant, qui dit que l'activité, c'est la constante radioactive fois n. Ma constante radioactive, vous vous rappelez, on peut le relier à la période radioactive en disant que c'est log népérien de 2 qui divise T. Donc, je vais pouvoir remplacer T par sa valeur. Ensuite, le nombre de noyaux radioactifs, c'est par définition la masse de ma matière que j'étudie, donc 1 gramme, que divise la masse d'un noyau. Donc si on fait ce calcul, vous voyez, j'ai remplacé donc T par ça, 375, donc c'est la masse d'un noyau, j'obtiens 3,66 10 puissance 13 becquerel. Donc ça, c'est l'activité correspondant à 1 gramme de radium pur. Donc maintenant, je vais pouvoir calculer la puissance produite en faisant le produit donc, de l'activité, le nombre de désintégrations par seconde, par l'énergie produite par une désintégration. Et donc si on fait ce calcul, on obtient 278 10 puissance 3 watts, donc dit autrement 278 kW. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. D'où provient cette énergie? Donc on a déjà répondu à travers les diapos précédentes, mais je vais juste faire un petit résumé ici. En fait, si on regarde ce qui se passe à l'intérieur de cette matière de radium, on va voir que le radium va se désintégrer, c'est-à-dire qu'il va donner naissance à d'autres noyaux. Dans notre calcul de la puissance qu'on a fait juste avant, on a considéré qu'il n'y avait qu'une seule désintégration. En fait, le radon 222 là n'est pas stable, donc lui à son tour va s'intégrer et produire aussi l'énergie. Donc en fait, c'est un enchaînement de désintégrations. Donc cette désintégration va s'accompagner d'une perte de masse, et cette perte de masse qui va donner naissance à de l'énergie. Alors l'énergie, dans un premier temps, c'est l'énergie cinétique. C'est le fait que et le rayonnement alpha, là, ce noyau d'hélium 4, et le radon 222 vont partir avec une certaine vitesse. Et donc, par des chocs successifs, ça va se transformer en énergie thermique. Bon, après, dans la diapo précédente, on avait exprimé cette puissance produite par cette désintégration. Alors là, vous voyez, si je mets en valeur les deux paramètres qui vont pouvoir varier par rapport à ceux qui sont quasiment constants, à quelque chose près, la masse du noyau, elle varie très peu. Delta E, point d'intégration, c'est quasiment une constante. Les deux paramètres qui vont pouvoir jouer un grand rôle sur l'expression de la puissance, c'est la masse et la période radioactive. En fait, si vous voulez produire beaucoup de puissance, il faut avoir une grande masse de matière radioactive et il faut que cette matière radioactive ait une période radioactive petite.
plus la période relative sera petite, plus la puissance sera grande. Donc ici, moi, on a calculé que pour 1 gramme de matière de radium-126, il y avait une puissance qui était produite de 278 kW, ce qui est relativement énorme. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et je souhaite bon vent les scientifiques. Le côté artistique, c'est moi, donc je te demanderai de ne pas t'en mêler. Si je te demande de mettre des chaussures comme ça, c'est parce que j'ai mes raisons. Je travaille en noir et blanc, moi, ici. Je suis obligé d'appuyer les couleurs. Sinon, ça va rendre fat. Tu vois, ça, tu ne sais pas parce que tu connais pas ça.